Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va suivre l'actualité autour des bombardements américains et israéliens sur l'Iran avec la deuxième phase de cette opération qui était d'obtenir une supériorité aérienne. Ils l'avaient déjà et là en ce moment ils se battent pour obtenir la suprématie aérienne et c'est un concept qui est totalement différent. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir localement la possibilité de conduire des raids, des opérations aériennes sans trop risquer parce que simplement il n'y a plus rien en face, là l'objectif c'est d'avoir vraiment la liberté d'action quasi totale, y compris pour engager des aéronefs qui sont un petit peu plus fragiles, mais qui vont être plus adaptés à la mission ultime de l'US Air Force, qui serait de démanteler totalement les capacités du régime à continuer à être une pression sur ses voisins, mais aussi laisser l'opportunité à l'opposition interne en Iran, qu'elle soit incarnée par ces jeunes qui essaient de manifester régulièrement, ou alors par des groupes d'opposition qui sont plus ou moins ethniques, les Kurdes, le Balouchistan, etc. Et donc dans cette optique, les Américains, ils sont en train de faire le nécessaire pour mettre à mal toute la capacité iranienne de se défendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un premier temps, vous savez que depuis le mois de juin, il y avait déjà eu une grosse destruction de toute la capacité iranienne d'être capable simplement d'intercepter des missiles et des avions, peu importe d'où est-ce qu'ils viennent, mais israéliens à l'époque, et puis les Américains avaient utilisé les B-2, qui fait que de toute façon, il n'y avait pas de question. Les Israéliens ayant détruit les radars capables de détruire les B-2, eh bien finalement, le ciel était déjà ouvert pour une partie des bombardiers furtifs américains. Mais donc là, l'objectif pour une suprématie aérienne, c'est que la défense sol-air soit totalement neutralisée, c'est que l'aviation ennemie soit incapable de réaliser ses missions. Ça veut dire une liberté d'action pour notre aviation, et ça veut dire ultimement la capacité à détruire la totalité des sites iraniens en évitant d'avoir besoin de tirer ces missiles à longue portée qui coûtent cher, qui sont compliqués à mettre en œuvre, plutôt que d'avoir simplement des bombardements, donc des bombardiers qui vont passer quasiment à la verticale ou alors à seulement une centaine de kilomètres de leur cible, qui vont pouvoir larguer leurs bombes, qui vont ensuite frapper des centaines de cibles, plutôt que d'utiliser des missiles de croisière Tomahawk qui vont coûter des millions d'euros ou des missiles aérobalistiques tels qu'ils peuvent être utilisés également. Donc Israël, en juin dernier, ils avaient déjà conduit 1500 missions aériennes sans perdre le moindre appareil, et donc ça avait abouti à détruire ce qui pouvait rester de l'aviation iranienne, sachant qu'elle était déjà largement obsolète, notamment en volant avec des F-14. Ça avait abouti à la destruction de la majeure partie de la défense aérienne, et on parle bien de destruction. Il y a deux concepts, la suppression de la défense aérienne ennemie, là ça veut dire simplement qu'on va utiliser de la guerre électronique, des brouillages qui fait que les radars ennemis vont être totalement inopérants, et la destruction, c'est qu'on va par exemple lancer des missiles, le AGM-88, qui va remonter jusqu'à la source d'émission d'un radar pour être capable de le détruire, et dans ce cadre là, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas réparable. Mais les Iraniens, eux, de leur côté, ils ont aussi fait le nécessaire, ils ont tenté en tout cas d'obtenir un soutien de la part de leurs alliés. Avant de continuer, un petit mot de notre partenaire grâce auquel on peut soutenir les Ukrainiens et faire cette vidéo. Et notre partenaire aujourd'hui, c'est Inconi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce scandale avec TikTok qui vole vos données personnelles et qui les fait retourner en Chine contre le droit européen, et même lorsqu'ils ont volé des données personnelles de journalistes pour pouvoir les espionner? Alors ça, tant pis pour vous si vous utilisez TikTok, mais en attendant, vous pouvez aussi vous protéger parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les data brokers. Quand vous naviguez sur Internet, que vous faites des achats en ligne ou que vous regardez des vidéos, Internet se souvient de tout et ces données vont pouvoir être récupérées par des data brokers qui vont collecter énormément d'informations sur vous pour pouvoir les vendre. Et ça va augmenter le démarchage téléphonique, les publicités intrusives et même faire évoluer les tarifs de certains biens et services que vous allez acheter en ligne. Vous avez le droit de vous faire disparaître de ces data brokers, sauf que vous ne savez pas dans lesquels vous vous trouvez. Et c'est là qu'Inconi intervient. Ils vont aller voir un par un toutes ces sociétés pour vous faire disparaître de leur base de données. Et vous avez même un système personnalisé dans lequel vous voyez qu'on parle de vous sur un site web. Vous pouvez rentrer l'URL et retourner dans l'intimité que vous n'auriez jamais dû quitter. Donc je vais mettre mon lien inconi.com/titelman. Comme ça, vous pouvez retrouver votre intimité sur Internet, continuer à naviguer et payer le juste tarif pour les services auxquels vous voulez avoir accès. Allez, nous, on retourne à notre sujet. Ils ont tenté en tout cas d'obtenir un soutien de la part de leurs alliés. Vous savez qu'ils ont deux partenariats stratégiques, l'un avec la Chine à qui ils ont demandé notamment d'avoir des chasseurs J-10 pour pouvoir faire de la protection de leur propre ciel, ou alors des systèmes de défense aérien lourd, le HQ-9. Les Chinois ont fait semblant de les ignorer, n'ont pas répondu, ne leur ont pas fourni le moindre équipement. Et les Russes, de leur côté, malgré le nouveau partenariat stratégique qui a été signé en janvier 2025, malgré des demandes pour avoir des systèmes de défense aérienne, notamment du S-400, malgré le contrat pour acheter des Sukhoi 35 avec les pilotes iraniens qui étaient déjà en formation depuis plusieurs années, ils n'ont pas livré les avions. Abandon total de l'Iran par la Russie, qui ne s'engage pas, qui ne leur fournit même pas le matériel, simplement aussi parce que ça leur donnerait une mauvaise image.
On l'a vu avec le Venezuela. Les Vénézuéliens avaient du Buk de dernière génération, ils avaient des systèmes de défense aérien lourds S-300 de dernière génération également, ils avaient des Sukhoi 30, et finalement ça a été totalement inutile. Les Américains n'ont même pas eu besoin de le détruire. Ils avaient désactivé tout ça à distance, ils sont passés au milieu, ils sont fait rentrer des dizaines d'hélicoptères, et donc finalement, je pense que les Russes ne voulaient pas montrer une nouvelle fois qu'ils n'avaient pas la possibilité d'obtenir ne serait-ce qu'une possibilité d'être un frein à la capacité américaine d'opérer. Donc qu'est-ce qui reste aux Iraniens? Il reste le système de guerre électronique avancé russe Mourmansk BN qui avait été livré en 2024 mais qui s'est révélé totalement inutile lors des opérations de l'été dernier. Et puis les Russes ont accepté simplement de prendre une commande pour 200 manpads avec des lanceurs Verba, mais ils sont livrables seulement à partir de 2027. Autrement dit, la Russie a fait en sorte de ne pas même fournir un système qui puisse être tiré depuis l'épaule, qui est limité à 4000 mètres d'altitude et que de toute façon aurait été inutile dans les phases de combat dans lesquelles tout se fait à très longue distance. Donc qu'est-ce qui reste aux Iraniens? En février, avant le début de l'opération, on a vu qu'il y avait encore des S-300 qui étaient opérationnels, on a vu notamment avec des photos satellites. Ensuite, ils ont localement produit un certain nombre de défenses, puisqu'ils savent qu'ils ne peuvent pas reposer, même sur leurs alliés leurs plus proches. Donc ils ont notamment un système domestique qui s'appelle le Talesh ou le Bavar, qui sont des systèmes longue portée, il y en aurait probablement une quarantaine qui pourraient être opérationnels, et potentiellement il y a plus d'une centaine de systèmes de défense aérienne courte ou moyenne portée, comme le Khordad 3, qui sont plus faciles à cacher, et qui pourraient potentiellement rester stockés, cachés, en attendant la phase de la guerre dans laquelle les Américains avancent un petit peu plus avec leurs avions, parce que pour l'instant, ce qu'ils font, c'est la destruction totale et inéluctable de tous les moyens de défense aérien iraniens. En particulier, ce qu'on a vu, c'est qu'ils avaient essayé, les Iraniens, de conduire des opérations aériennes avec leurs avions. Ils ont fait décoller des Sukhoi 24 pour pouvoir attaquer le Qatar, ils ont envoyé comme ça des missiles balistiques, des missiles de croisière, et ils ont lancé également ces Sukhoi 24, et les Qataris disent que c'était pour viser particulièrement des installations énergétiques, donc leur capacité évidemment à financer leur pays, et donc les deux Sukhoi 24 ont été abattus, on ne sait pas encore exactement de quelle manière, et il y a un autre cas avec aussi la première victoire aérienne pour un F-35, ça c'est la version israélienne du F-35 qui n'a rien à voir avec la version américaine, c'est pas le même système de guerre électronique, c'est pas la même préparation de mission, c'est pas le même logiciel au sol, donc s'il y a une réussite sur le F-35I, ça veut pas dire que la même capacité soit acquise sur le F-35, et je vous renvoie à les vidéos que j'ai fait sur ce domaine. Mais donc les Iraniens ont fait décoller du Yak 130, le Yak 130 traditionnellement c'est un avion d'entraînement, c'est un avion qui peut faire de l'attaque au sol léger, il a que 3 tonnes de capacité d'emport, mais surtout il peut ponctuellement faire du tir canon et lancer des roquettes, c'est-à-dire que pour intercepter éventuellement des missiles et même ces drones kamikazes que les Américains utilisent maintenant également contre l'Iran, eh bien ça peut être un avion qui est efficace en protection. Or, ce qui s'est passé, c'est que ce Yak 130, il a été abattu à proximité immédiate ou même au-dessus de Téhéran par un missile air-air qui est lancé par un F-35. Donc on peut dire, par exemple, si on est au plus loin du plus loin, ça va être un missile AMRAAM, le AIM-120, en fonction des catégories, on peut estimer qu'ils ont pu tirer jusqu'à 120, 150 km de distance. 100 km, ça paraît assez plus probable, étant donné les évolutions que peut faire l'avion iranien pour les éviter. Donc on va dire qu'une centaine de kilomètres, ça veut dire que les avions israéliens, en tout cas des F-35, sont déjà libres d'opérer au-dessus du territoire iranien pour pouvoir se rapprocher suffisamment proche pour tirer ces missiles. Donc ça veut dire que même si la suprématie n'était pas encore totalement acquise, elle n'est pas acquise sur la totalité du pays, mais ça veut dire que les Américains et les Israéliens ont déjà une capacité de pouvoir manœuvrer relativement librement au-dessus du territoire iranien, tout simplement parce qu'à partir du moment où les Iraniens allument un radar, ce radar va être quasiment instantanément détecté et donc détruit. Et donc finalement, n'importe quel avion qui est dans la zone peut réussir à faire ce type de mission air-air. Et encore une fois, ces missions air-air, les avions sont équipés pour cela, parce qu'ils sont aussi là pour intercepter des missiles qui seraient tirés par l'Iran. Donc la mission air-air, ça peut être de la défense du ciel, mais là en l'occurrence, c'est pour interdire à tout avion iranien de décoller. Et aujourd'hui, il faut être clair, un avion iranien qui décollerait, ce serait complètement suicidaire pour lui, surtout que les pistes sont détruites, les hangars sont détruits, il ne doit pas rester grand-chose aujourd'hui de la capacité de l'armée de l'air, déjà qu'elle représentait quasiment plus rien, et qu'elle était en train de diminuer depuis quasiment maintenant un demi-siècle. Donc maintenant, l'étape suivante. Les Israéliens, les Américains sont capables de mettre à mal la totalité de la capacité de production de missiles lourds, longue portée, iranienne, en restant à longue distance, avec les missiles de croisière, comme j'ai dit tout à l'heure.
Éventuellement, les missiles courte portée, ça peut se faire dans des environnements, des entrepôts un peu plus protégés, un petit peu plus petits et plus difficiles à détecter, puisque ils sont de plus petite taille, tout simplement. Et globalement, ces missions-là ne sont pas suffisantes pour faire tomber le régime. Détruire le programme nucléaire, détruire le programme balistique, ça n'empêche pas le régime de continuer à exister, d'exporter son pétrole vers la Chine pour financer la reconstruction de ses installations, pour continuer à survivre avec un manque de moyens, avec une souffrance pour la population, c'est évident. Mais en tout cas, c'est pas suffisant. Donc une fois que les Américano-Israéliens auraient obtenu une suprématie aérienne sur l'Iran, ils sont pas loin de l'obtenir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils peuvent commencer à conduire des missions avec d'autres types d'appareils, des appareils qui sont qu'il est plus risqué de mettre en œuvre. On peut par exemple penser aux bombardiers stratégiques type le B-52, Stratofortress, ou alors le B-1B Lancer, qui est aussi un bombardier supersonique qui peut aller très très loin. Ils emportent chacun un peu plus de 30 tonnes de bombes chacun. Ça veut dire que pour le B-52, c'est une centaine de bombes de type SDB, les Small Diameter Bombs, et pour le B-1B, c'est 84 SDB. Et donc là, ça veut dire que potentiellement, une SDB, il faut imaginer, c'est une bombe intelligente. Vous restez dans le ciel, très très haut, et vous pouvez lancer ces bombes, et elles vont aller à une centaine de kilomètres de distance, en étant préconfigurées soit avec une position GPS, soit avec la SDB2, qui est la dernière génération, avec des optiques infrarouges, qui peuvent même suivre une désignation laser, y compris sur des véhicules en mouvement. Et si vous avez une bonne coordination avec des drones de basse altitude qui vont soit désigner des cibles, soit être capables eux-mêmes de tirer, mais quand ils désignent une cible, ça veut dire que si vous avez un bombardier stratégique qui est en rotation à une centaine de kilomètres de distance, vous avez à tout instant la possibilité de frapper n'importe quoi qui est au sol. Et c'est ce que les Américains avaient fait à l'époque de l'Irak, où il y avait finalement des drones qui volaient partout, tout le temps, et quasiment tout le monde pouvait être visé, souvent avec énormément de bavures au demeurant. Et là, quel est l'objectif américain? C'est évidemment de mettre à mal la capacité du régime à conduire des opérations, notamment pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, parce que les Iraniens ont des batteries côtières sur lesquelles ils vont tirer. Ils viennent de tirer sur un porte-conteneur, donc dès qu'il y a une batterie côtière qui se met en position, elle pourrait être détruite de cette manière. Dès qu'il y a une vedette iranienne qui va sortir avec ses petits lance-missiles, elle pourrait être détruite. Donc déjà, c'est de la protection en ayant une suprématie aérienne, évidemment, ça va beaucoup les aider. Et sur les arrières, ce serait éventuellement pour soutenir, faire du soutien aux opérations au sol, comme on l'avait vu à l'époque avec l'État islamique, mais également, pourquoi pas, soutenir une rébellion interne. Si les Kurdes, si les Baloutches, etc. voulaient se rebeller, il faudrait potentiellement pouvoir les soutenir. Et là, vous avez un troisième type d'avion qui pourrait être intéressant, c'est le AC-130 Gunship. C'est un Hercule C-130 qui a été modifié pour ajouter des canons, c'est une canonnière volante, et là, en soutien aux opérations au sol, c'est quelque chose qui est évidemment très très efficace. Normalement, c'est pas exploité dans les guerres de haute intensité, quand il y a un risque en face, parce qu'on peut se le faire abattre, parce que c'est un avion qui vole un petit peu plus bas, qui tourne en rond, qui est relativement lent, et donc c'était utilisé dans ce qu'on appelle la contre-insurrection, donc en Irak, en Syrie, etc. Mais potentiellement, c'est le type d'avion qu'on pourrait avoir sur le théâtre iranien si les Américains et les Israéliens obtiennent la suprématie aérienne totale. Mais je rappelle, suprématie, c'est qu'il n'y a quasiment plus de potentiel chez les opposants, en face de nous. Mais comme je l'ai dit, ils peuvent très bien avoir caché un certain nombre de systèmes, quelques dizaines, ce serait suffisant, sur la totalité du territoire, et paf, il y a un avion qui sort, on sort notre radar, on le tire, et à ce moment-là, on pourrait avoir des pertes d'avions américains s'ils engageaient des appareils qui sont plus fragiles, et puis sur des fronts qui sont, ils pensent être totalement sécurisés, mais une surprise est toujours possible. Ça ne mettra pas en cause la capacité totale des États-Unis d'être d'opérer totalement librement sur le territoire iranien, mais néanmoins, il faut garder à l'esprit cette possibilité. Après, un dernier élément également, vous l'avez vu, la menace principale pour l'aviation et pour l'US Air Force, c'est quand même les erreurs de la défense aérienne amie. Et vous avez le Koweït qui a abattu 3 F-15 par erreur. Les 3 équipages de 2 pilotes à chaque fois ont réussi à s'éjecter, ils ont été récupérés au sol, ils sont en bonne santé. Mais du coup, on voit bien que dans un environnement très dense dans lequel il se passe énormément de choses, même les systèmes les plus modernes qui ont des systèmes de détection qu'on appelle IFF pour reconnaître un habit d'un ennemi, vous tirez ce missile, potentiellement le missile peut, dans la confusion générale, aller sur un autre écho parce qu'ils étaient proches l'un de l'autre,
Donc aujourd'hui, on n'a pas de réponse, mais probablement que ces avions américains étaient en basse altitude, en train de faire de la chasse pour intercepter les missiles ou les drones kamikazes iraniens. Et dans ce cadre-là, ils volent bas et ils peuvent se confondre dans la masse de tout ce qui est en train de voler. Et donc les Koweïtiens ont eu la main un petit peu lourde et donc ont intercepté 3 avions. C'était quand même une surprise. Mais la réalité, là, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, et c'est pas réellement une surprise, c'est que cette opération de renversement du pouvoir iranien, qui est officiellement l'objectif américain, même si ça marche pas, ils diront qu'ils se contenteront du missile du programme balistique, par exemple, mais leur objectif de mettre à mal la capacité iranienne à empêcher un pouvoir de remplacer les islamistes, à ce moment-là, c'est des semaines de bombardements, c'est des semaines de missions aériennes de haute intensité pour pouvoir soutenir une opposition sur place qui aujourd'hui n'est pas garantie qu'elle puisse exister ou se réveiller, tout simplement parce que ce pouvoir iranien se prépare exactement à cette guerre depuis maintenant plus d'un demi-siècle. C'est des gens qui se préparent à être bombardés massivement par les Américains et par les Israéliens, et puis ils sont quand même malheureusement très habitués à interdire toute contestation interne. Ils ont fait des dizaines de milliers de morts parmi leur peuple. Donc même si le pouvoir islamiste est aujourd'hui ultra minoritaire en soutien de la population, cette petite minorité a tellement de pouvoir que l'immense majorité des Iraniens qui ne s'engageront pas et qui attendront de voir de quel côté ça penche, malheureusement, on risque d'avoir beaucoup plus de difficultés que ce que Donald Trump imagine pour pouvoir avoir un changement de régime et une paix qui soit stabilisée dans la région. Et je vous renvoie vers la dernière vidéo que j'ai faite sur le sujet. Je sais que la dernière vidéo, je vous avais promis que je parlerais d'Ukraine. J'ai menti, mais vous inquiétez pas, le point de situation il avance, simplement j'ai eu tellement de sollicitations, vous avez peut-être vu dans les médias, que j'ai pas pu avancer autant que je le souhaitais, et puis à côté j'ai quand même mon vrai travail, donc j'ai quand même plusieurs activités en même temps. Je t'utilisais pour cette vidéo qui a quasiment pas d'illustration, pas de montage, mais je préférais quand même vous tenir au courant de l'actualité plutôt que de ne rien faire et de continuer à recevoir plein de questions. Et je vous remercie pour toutes vos questions. Et c'est un petit peu pour ça aussi que je me suis lancé, parce que je pense qu'il vaut mieux faire une vidéo sans illustration que ne pas répondre à toutes vos interrogations. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.